Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, car le stade des 2000 abonnés est dépassé, et ça c'est vraiment incroyable. Donc merci infiniment pour votre confiance, et tous les messages, tous les pouces bleus, toute cette aide pour le référencement, merci beaucoup. Thank you. Aujourd'hui, la couleur est bleue. Oui, donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un iceberg. Je suis très content car trouver un bon iceberg, c'est quand même assez rare. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver un iceberg. Il y a souvent juste de la grosse merde ou des trucs trop hardcore vers la fin qui, ça sert à rien de les raconter, c'est juste des tueries, des trucs horribles, bref. Et surtout, le plus dur, c'est de trouver un iceberg qui n'a jamais été fait. Donc, je l'ai choisi, car il est ultra intéressant. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des cryptides, des mystères non résolus, des choses étranges, des légendes. Et j'adore cette ambiance de un peu de tout. Ça me rappelle un petit peu les 30 histoires les plus effrayantes. J'adorais regarder cette émission. Et j'ai choisi de le décortiquer en plusieurs vidéos, car il est vraiment, il est balèze quoi. Il y a au moins peut-être 250 sujets dans l'iceberg entier. Donc je me voyais mal faire une vidéo dessus d'une traite. C'est pourquoi je l'ai donc coupé en plusieurs morceaux. Pour ceux qui connaissent pas, un iceberg se présente ainsi. Une image d'iceberg avec des étages, le ciel, la surface, sous la surface, dans les profondeurs, sous l'eau, dans les abysses, etc. Plus on descend, et moins c'est connu. J'ai donc réussi à en trouver un intéressant. Même les premiers étages, il y a des sujets que je connaissais pas du tout. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour la partie 1 de l'iceberg. L'iceberg des... comment je pourrais l'appeler? L'iceberg des choses obscures et étranges. Commençons par l'étage 1. Dysfonctionnement des caméras autour des entités paranormales. Avez-vous déjà vu ce genre de vidéo? À un certain moment sur YouTube, il y a eu une vague de vidéos filmant des créatures paranormales. Des fantômes, des esprits, des entités, des cryptides comme le Bigfoot ou le Rec et autres. À chaque fois, ces vidéos ont un point en commun. La qualité qui est éclatée. Elle est défoncée, c'est dégueulasse. Il est impossible pour le spectateur d'être sûr à 100% qu'il ne s'agit pas d'un énorme canular. Ce phénomène est une croyance pour certains dans le monde du paranormal, notamment dans les témoignages ou les vidéos de chasseurs de fantômes. L'idée est que les entités paranormales provoquent ces dysfonctionnements technologiques, notamment au niveau des caméras et autres appareils électroniques, pour empêcher les preuves vidéo ou photos d'être prises au sérieux, protégeant donc les choses cachées de notre monde, comme par exemple les reptiliens. Je pourrais comprendre lorsqu'il s'agit d'un fantôme, car dans l'idée c'est quelque chose d'immatériel, souvent lié à l'âme ou à l'énergie ectoplasmique. Je sais même pas si ça se dit. Donc quelque chose de pas compris pour le moment, voire même quelque chose de pas réel, on n'en sait rien. Donc à la limite, je pourrais comprendre le dysfonctionnement des appareils lorsqu'un fantôme le traverse ou lorsqu'il est proche. Par contre, je vois pas du tout comment le Bigfoot pourrait faire bugger un appareil. En réalité, il est extrêmement fort probable qu'il s'agit juste d'une excuse un peu maligne pour cacher les mauvais effets spéciaux des créateurs de canulars. Enfin, j'espère. Astroworld Sacrifice. Juste petit trigger warning, quand je vais parler de théories, etc., c'est pas du tout pour les partager, enfin, si c'est pour les partager avec vous, mais en aucun cas je vous dis d'y croire ou quoi que ce soit, c'est juste pour les partager avec vous. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021, et le Astroworld Festival a débuté, au Energy Park à Houston, au Texas. Il s'agit d'un énorme événement concert de Travis Scott. Vous avez sûrement déjà vu beaucoup d'images et de vidéos sur les réseaux, c'était un énorme bordel. Pour faire simple, au départ tout allait bien, et lorsque le concert a commencé, les gens ont voulu se rapprocher de la scène. Il y a donc eu beaucoup de bousculades, de très grandes bousculades, et ça a fini par créer une panique générale, car les gens étaient de plus en plus écrasés, jusqu'à manquer d'air, voire même ils se faisaient écraser si par malchance ils tombaient, entraînant donc la mort de plusieurs personnes et blessant des centaines d'autres. Les gens hurlaient pour stopper le festival, mais Travis Scott n'a rien fait et a continué l'événement, alors que des gens se plaignaient au personnel qu'il y avait des morts. Lorsqu'une ambulance est arrivée,
il a décidé d'arrêter le concert juste 1 minute. Ensuite, des pompiers sont arrivés et ont été surpris de la situation cauchemardesque. Ils ont eu du mal à intervenir car le concert continuait. Plus tard, lorsque le concert fut fini, Travis affirma qu'il n'était au courant de rien du tout et qu'il n'avait pas du tout compris la situation. Au total, son concert tua 10 personnes, paix à leur âme, et il y a eu une centaine de blessés. Oui, je devais d'abord vous parler de ce terrible incident que vous connaissez sûrement et qui montre l'inhumanité de certaines personnes dans ce monde. Il a tout vu, mais n'a rien fait. Et c'est là que la théorie fait son apparition. Suite à l'événement, des vidéos et des messages ont circulé, affirmant que le concert était en réalité un rituel occulte, ou un sacrifice d'humains. Les partisans de cette théorie ont mis en avant plusieurs éléments, comme la scénographie du concert, l'entrée du festival et la scène qui était ornée de flammes et de symboles perçus comme sataniques. Ils pointent aussi du doigt le comportement de Travis Scott, qui, comme on l'a vu, était juste horrible et inhumain, quoi. Ce genre de théories sont extrêmement célèbres aux États-Unis. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'iceberg, car les théories sataniques sont très souvent liées aux stars, plus précisément aux chanteurs, qui, selon certains, feraient des pactes avec le diable pour percer dans la musique. Censure cosmique. Alors celui-là, il est vraiment fascinant. Je vais expliquer du mieux que je peux, car c'est un sujet qui est très complexe pour moi, en tout cas j'ai eu du mal à le comprendre, donc voilà, me tabassez pas la gueule. Cosmic censorship ou censure cosmique est une hypothèse en physique théorique, et plus précisément en relativité générale. Elle suppose qu'il existe une sorte de principe de protection dans les lois de la physique qui empêche certaines anomalies de devenir visibles. Là, je sens déjà les pros qui vont vouloir me choper par le callback. Faites-vous plaisir en commentaire. Donc, je disais, c'est une conjecture proposée par le physicien Roger Penrose en 1969. Il en existe 2 versions principales. La conjecture faible, les singularités gravitationnelles résultant de l'effondrement gravitationnel sont toujours cachées à un observateur extérieur par un trou noir. En gros, ça signifie que si une singularité, donc un point de densité infinie où les lois connues de la physique s'effondrent, se forme, elle est toujours cachée à l'extérieur. Personne ne peut la voir. Elle est censurée par l'univers grâce à un trou noir. Ensuite, la conjecture forte. Aucune singularité nue, c'est-à-dire sans trou noir, qui est visible, ne peut exister dans l'univers physique. Et je trouve ça vraiment fascinant comme théorie. Enfin, c'est pas vraiment une théorie, mais un peu quand même. L'univers se comporte comme s'il voulait empêcher les singularités d'être observables. Mais cela résulte des lois naturelles, pas d'une volonté. C'est pas l'univers qui est vivant et qui censure les singularités. Si j'ai bien compris, c'est un peu comme s'il y avait une sécurité lorsqu'une limite est dépassée, une sécurité naturelle. Au-delà de cette limite, un trou noir apparaît pour censurer l'anomalie qui a dépassé les lois de l'univers. Oui, j'ai pris beaucoup de raccourcis, car comme j'ai dit, c'est un sujet très complexe, n'hésitez pas à faire vos propres recherches si ça vous intéresse, car c'est vraiment fascinant. La porte Padmanabhaswamy. Le temple Padmanabhaswamy est l'un des temples les plus riches du monde, situé à, Thiruvananthapuram, au Kerala, au sud de l'Inde. Il est dédié au dieu hindou Vishnu sous sa forme Padmanabha. Sa trésorerie secrète a été découverte en 2011, révélant des milliards de dollars en or, bijoux et pièces antiques. Après cette découverte, 6 chambres secrètes appelées Vaults A à F ont été identifiées. Le plus intéressant et mystérieux a attiré l'attention du monde entier. Il s'agit du Vault B. Cette chambre contient une porte scellée, très ancienne, sans système mécanique apparent, ni serrure moderne. Cette porte fascine pour plusieurs raisons. Déjà, elle n'a jamais été ouverte. Contrairement aux autres chambres, la porte intérieure de la chambre B n'a jamais été ouverte, officiellement. Les prêtres et fidèles affirment qu'elle est protégée par une malédiction divine ou un Nagabandham, un ancien sort de protection. Ensuite, il n'y a aucune technologie de serrure. La porte n'a ni boulon ni clé, mais serait scellée de façon ancienne, presque mystique. Et pour finir, selon des croyances, seul un sadhu, un moine, connaissant le mantra Garuda Mantra, pourrait l'ouvrir sans danger, une sorte de chant en fait. Comme si qu'il fallait chanter pour ouvrir la porte.
D'après la légende, des désastres feront apparition si l'usage de forces mécaniques ou tentatives forcées sont utilisés. Mais est-ce réellement un fait ou un mythe? Le gouvernement et la Cour suprême indienne ont, à certaines périodes, interdit toute tentative d'ouverture sans rituel approprié, par respect pour la foi locale. Et pour les scientifiques et rationalistes, ils voient juste une porte verrouillée, de façon très ancienne mais difficile d'accès sans la détruire. Mais donc, qu'y a-t-il derrière cette énorme porte dorée, avec ses formes serpentiques? Selon les historiens et les experts, derrière la porte, il y aurait probablement des coffres supplémentaires remplis de trésors, des objets rituels très anciens, voire même peut-être des documents ou manuscrits anciens liés à la royauté ou au rituel du temple. C'est possible car les autres chambres déjà ouvertes, comme Vault A, contenaient des tonnes d'or, des couronnes royales, des idoles en or massif, des pièces rares et des pierres précieuses. Donc Vault B pourrait contenir encore plus de richesses, voire des objets uniques de grande valeur historique. Par contre, selon les croyances des prêtres du temple et des textes traditionnels, la porte ne cacherait pas seulement des objets, mais une présence divine. Ce serait une forme de Shakti, c'est-à-dire une puissance énergétique primordiale qui aurait été scellée rituellement il y a des siècles. Il préfère donc la laisser fermée pour le moment. La fleur de fougère. Un peu de verdure dans cet iceberg, ça va faire du bien. La fleur de fougère est un symbole mystérieux, magique, profondément enraciné dans le folklore d'Europe de l'Est, notamment chez les Slaves. Ce n'est pas une plante réelle, c'est plus une création légendaire, comme un cryptide, lié à des rites anciens. Déjà, c'est quoi? Qu'est-ce que la fleur de fougère? Comme j'ai dit précédemment, c'est une fleur, qui n'existe pas. Car oui, les fougères ne fleurissent jamais. Ce sont des plantes sans fleurs ni graines. Pour se multiplier, elles produisent de minuscules spores, appelées poussières reproductrices, au dos de leurs feuilles. Ces spores sont regroupés en petits amas appelés soris quand les spores sont matures. Elles sont libérées dans l'air et transportées par le vent. Mais apparemment, une légende raconte que pendant une nuit durant une année, une fleur de fougère ferait apparition. Il s'agit de la nuit de la Saint-Jean, donc entre le 23 et le 24 juin, souvent associée au solstice d'été. La nature serait à son apogée magique et dans la forêt, à minuit, pendant quelques instants, une fougère fleurirait, produisant une fleur lumineuse, parfois décrite comme dorée, incandescente, brillante comme une étoile, qui serait entourée d'esprits protecteurs ou malicieux. Celui ou celle qui trouve et cueille cette fleur gagnerait la clairvoyance, donc voir l'invisible et les trésors cachés, la richesse éternelle, le bonheur absolu et parfois même le pouvoir de parler aux animaux ou de contrôler la nature. Mais souvent, ceux qui trouvent la fleur finissent maudits ou disparus, car ils n'étaient pas prêts, spirituellement. Certains voient cette légende comme une métaphore, nous invitant à chercher notre propre lumière intérieure, notre propre fleur de fougère. En tout cas, le 23 et 24 juin, si vous voyez une fleur qui brille dans la forêt, eh bien c'est votre jour de chance. Le phénomène des pieds sectionnés. Depuis 2007, un phénomène très étrange se produit sur les côtes brumeuses de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Régulièrement, des pieds humains enfermés dans des baskets s'y échouent. Ni jambes, ni corps, pas de mains, pas de rien, juste des pieds. Parfois gauche, parfois droit, toujours dans des chaussures de sport. Ceux qui les trouvent pensent d'abord à un animal mort dans la chaussure ou alors un déchet marin. Et puis ils comprennent et sont choqués à vie. À chaque fois, les autorités relancent une enquête. Il n'y a pas d'armes, pas de sang, seulement l'océan et des chaussures qui s'échouent sur la plage. Comment est-ce possible? Est-ce une secte qui s'amuse à découper les pieds de leurs victimes pour faire naître une angoisse dans la population? Ou alors un canular pour augmenter le tourisme? Ou quelque chose de plus complexe? Eh bien, malgré l'étrangeté de ce phénomène, les scientifiques proposent une explication plausible et de plus naturelle. Les fouilles médico-légales révèlent que ces pieds appartiennent souvent à des personnes portées disparues. Des personnes qui ont disparu à la suite d'un accident, d'un suicide, d'une noyade. Dans l'eau, le corps se décompose progressivement et les articulations, en particulier les chevilles, sont parmi les premières à céder. Les chaussures modernes, légères et rembourrées de mousse, protègent le pied et le fait flotter sur des kilomètres. Ensuite, les courants de l'océan Pacifique Nord entraînent ces chaussures jusqu'à des plages spécifiques, créant l'illusion d'un phénomène surnaturel.
Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, mais ça semble extrêmement plausible. Mais bon, même si la science donne une réponse, l'étrangeté demeure. Pourquoi seulement des pieds ? Pourquoi aussi nombreux dans une région précise ? Comme tout phénomène étrange, celui des pieds sectionnés a généré son lot de théories alternatives. Les gens ils y pensent, certes, maintenant ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des chaussures avec des pieds dedans qui s'échouent, et pourquoi il y en a autant. Est-ce qu'il y aurait un tueur en série ? Un homme qui jetterait des corps à la mer pour ne laisser aucune trace ? Mais dans son acte, il n'avait pas prévu la capacité flottante des chaussures ? Ou alors une expérience secrète militaire ou scientifique échappée d'un centre offshore ? Sans oublier bien sûr les théories sur les forces surnaturelles ou esprits de la mer. Au total, depuis 2007, plus de 20 pieds ont été retrouvés sur les plages. Le phénomène continue encore de nos jours, bien que moins médiatisé car il est désormais mieux compris, mais il conserve quand même une aura de mystère et de glauque. Sanpaku Eyes. Le regard dit beaucoup de choses sur vous. Le mot Sanpaku vient du japonais. San qui signifie 3, Paku qui signifie blanc. Sanpaku qui veut donc dire yeux où l'on voit 3 parties blanches. Normalement les yeux montrent du blanc, appelé sclérotique, à gauche et à droite de votre iris. Mais chez certaines personnes, on voit aussi du blanc en dessous ou rarement au-dessus. Il y a donc 2 types de Sanpaku Eyes et chacun signifie 2 choses distinctes liées au danger. Le premier, le Sanpaku Yin, c'est lorsque le blanc est visible sous l'iris. Cela signifie que la personne est en danger par une menace extérieure, comme un accident, une attaque ou de la malchance. Le deuxième, c'est le Sanpaku Yang. C'est lorsque le blanc est visible au-dessus de l'iris. Cela signifierait un danger intérieur, comme une instabilité mentale ou une attirance à la violence extrême. Dans la médecine orientale et le zen macrobiotique, le regard Sanpaku est un signe d'un déséquilibre du corps et de l'esprit. Le corps serait trop yin, passif, ou trop yang, actif, créant un désalignement énergétique perceptible dans les yeux. Le Sanpaku devient alors un symptôme visible d'un destin perturbé. L'Empire romain n'a jamais existé. Bon, je suis un peu obligé de vous en parler pour vous montrer aussi le côté ridicule des théories, parce que oui, pour ma part, je trouve que c'est ridicule. C'est un groupe de personnes qui pensent que Rome n'a jamais existé, car ils ne comprennent pas pourquoi un empire aussi immense et puissant que Rome a disparu comme ça et n'a laissé que quelques ruines. Ils émettent donc la théorie que Rome n'a jamais existé, et ce n'est qu'une création du gouvernement pour donner plus de prestige à l'Europe chrétienne. Je m'arrête là car leurs arguments sont vraiment éclatés quoi. Et le pire c'est qu'ils sont faux, sachant que historiquement, ça a été confirmé que l'Empire romain a existé, car déjà on a plusieurs textes antiques, écrits sur plusieurs siècles, des monnaies, des documents administratifs, des inscriptions dans tout le bassin méditerranéen, des archéologies urbaines massives comme Rome, Pompéi, Jérusalem, etc. Des influences linguistiques, juridiques, architecturales encore vivantes de nos jours, enfin bref, c'est vraiment, voilà quoi. Il y en a des fois, faudrait peut-être le retirer à internet. Machine Elves. Avant d'en parler, petit avertissement, oui, j'en fais pas mal, je vais aborder un sujet lié à des substances altérant la conscience. Oui, je parle de drogue. Donc, en aucun cas, je vous incite à la consommation. L'usage de drogue, c'est de la merde, ça comporte des risques réels pour la santé mentale et physique, et c'est illégal. Donc je disais, le phénomène des Machine Elves ou Elf Machine est l'une des expériences les plus étranges et profondes rapportées dans l'exploration psychédélique, en particulier sous l'effet de la DMT, diméthyltryptamine. Ouais, c'est un bordel. La DMT, ou N,N-diméthyltryptamine, est une molécule psychédélique très puissante. Elle appartient à la famille des tryptamines, donc celle des champignons hallucinogènes, et la famille des sérotonines, donc les neurotransmetteurs naturels. Elle agit en se liant aux récepteurs de la sérotonine dans le cerveau, provoquant des altérations profondes de la perception. C'est littéralement l'une des substances psychédéliques les plus puissantes au monde. Imaginez qu'on vous injecte quelque chose, pas une drogue de fait, pas une substance pour planer, mais un raccourci vers l'au-delà. Un truc surpuissant qui, en 15 secondes, fait disparaître votre corps, fait plier le monde, le temps,
la gravité, plus rien n'existe. Vous êtes ailleurs. Tu es dans un endroit impossible à décrire, mais plus réel que réel. C'est ce que vivent ceux qui inhalent la DMT. Et souvent, là-bas, ils ne sont pas seuls. Les témoignages sont vraiment troublants, et le pire c'est qu'ils sont cohérents. À chaque fois, ils ramènent les mêmes témoignages. Ce sont des êtres lumineux, souvent décrits comme des elfes, des clowns, des insectes ou des robots en fractal, en perpétuel mouvement, comme des jouets vivants faits de géométrie. Ils communiquent sans mots, en utilisant la télépathie, des chants ou des gestes. Ils semblent joyeux, curieux, parfois espiègles. Mais surtout, ils te connaissent déjà. Ils t'attendaient. Et ils veulent te montrer quelque chose, parfois une leçon, parfois l'intérieur de l'univers lui-même. Par la suite, ces choses ont été nommées les DMT Entities. Il y a 3 hypothèses principales. La première, l'hypothèse neurologique. Les Machine Elves sont des manifestations internes du cerveau sous haute activité. La deuxième, c'est l'hypothèse interdimensionnelle. La DMT agirait comme une clé vers une réalité parallèle. Ces êtres existent réellement dans un autre plan qu'on peut atteindre par modulation de la conscience. Terence McKenna, célèbre ethnobotaniste, pensait que les Machine Elves étaient une forme d'intelligence non humaine qu'on pouvait rencontrer uniquement grâce à la DMT. Et la dernière hypothèse, celle spirituelle, qui expliquerait que ce seraient des esprits, des guides, des anges gardiens, des djinns, qui servent à enseigner, tester ou ouvrir la conscience de l'individu qui réussit à venir dans leur monde. Mais parfois, l'expérience est trop intense. Certains reviennent avec un sentiment de révélation totale, d'autres avec l'impression d'avoir été dissous dans un langage vivant. Et pour le moment, il est impossible de savoir s'il s'agit juste d'une pure hallucination collective ou si les elfes machines existent réellement. Et c'est ça qui fascine, car si c'est dans notre tête, pourquoi est-ce si structuré et cohérent? Pourquoi c'est si partagé? Et si c'est réel alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Est-ce que la conscience pourrait servir de véhicule vers un univers peuplé d'intelligence inconnue? Chris Benoit, Wiki, Prémonition. Pour mieux comprendre, il faut le contexte. Chris Benoit était un catcheur professionnel canadien, célèbre dans la WWE. Malheureusement, le 25 juin 2007, un incident horrible va être découvert. Lui, sa femme Nancy et leur fils Daniel sont retrouvés morts chez eux en Géorgie. L'enquête conclura que l'incident a duré 3 jours. Le vendredi 22 juin, Chris tue sa femme, Nancy, dans leur maison. Elle est retrouvée ligotée, battue et étranglée. Son corps est recouvert d'une Bible posée à côté. Ensuite, samedi 23 juin, Benoit tue son fils Daniel, 7 ans. L'enfant serait mort étouffé, alors qu'il était probablement sédaté avec un médicament. Là aussi, une Bible est retrouvée près de lui. Ce jour-là, Benoit envoie des messages étranges à des collègues de la WWE avec des détails sur son adresse, ses chiens et la porte du garage. Par la suite, le dimanche 24 juin, Chris Benoit se pend avec la corde d'un appareil de musculation dans son gymnase personnel. Il place une dernière Bible près de son propre corps. Ce même jour, il était censé réapparaître à un événement de la WWE. Et finalement, le lundi 25 juin, entre 12h30 et 14h, les corps sont découverts par la police, alertés par la WWE qui s'inquiétait du silence de Benoit et des messages reçus. La WWE diffuse d'abord un hommage à Benoit, pensant à un accident domestique. Mais très vite, la police annonce qu'il s'agit d'un meurtre-suicide. Chris a tué sa femme, puis s'est suicidé dans un épisode tragique de psychose, probablement lié à des traumatismes crâniens répétés à cause du catch. À cette nouvelle, la WWE efface toute référence à Benoit de ses plateformes. L'affaire choque le monde du sport et soulève de nombreux débats sur la santé mentale des sportifs, sur la responsabilité de la WWE et la nature du cerveau des athlètes violents. Mais déjà que l'histoire est vraiment très sombre et triste, il y a un petit détail en plus qui la rend très glauque. Car le 25 juin 2007 à minuit 1, un utilisateur anonyme modifie la page Wikipédia de Chris Benoit et il écrit « Chris Benoit a été remplacé dans l'événement de ce soir en raison de la mort de sa femme Nancy, alors que le corps de Nancy Benoit n'a été officiellement découvert que 12 heures plus tard dans la journée. » Ouais, ça donne vraiment l'impression que quelqu'un savait avant la police, voire même il savait avant les faits. À cet étrange changement de sa page wiki, des recherches vont être faites. L'IP a été tracée
et l'utilisateur a été retrouvé. Il a affirmé plus tard qu'il avait juste fait une déduction malheureuse sans preuve réelle. Le feu grec. Le feu qui ne meurt jamais. Une arme venue des flammes divines. Il était décrit ainsi. Lorsque les ennemis approchaient des murailles de Byzance, ce n'était pas la pierre ni le fer qui les terrorisait, c'était le feu. Mais pas n'importe lequel. Un feu qui brûlait sur l'eau. Un feu que la mer ne pouvait éteindre. Un feu qui hurlait, qui collait et qui dévorait les âmes. Ce feu, c'était le feu grec, aussi appelé le feu grégeois, l'arme secrète de l'Empire byzantin, utilisée la première fois vers le 7e siècle. Il devint un symbole d'invincibilité navale et resta un mystère technologique non résolu. Puisque oui, les sources historiques disent que le feu grec était un liquide très spécial. Il était projeté par une pompe ou lancé dans des pots enflammés. Au contact de l'air ou de l'eau, le liquide s'enflammait et avait la capacité de brûler extrêmement longtemps. L'eau ne pouvait l'éteindre. La seule façon d'y mettre un terme était d'utiliser du sable, du vinaigre fort ou de l'urine usagée. Malheureusement, cette arme est depuis perdue à tout jamais. La recette était jalousement gardée par quelques individus qui, depuis, sont morts. Et ils ont emporté avec eux la composition exacte du feu grégeois. Certains ont fait des recherches pour tenter de le recréer, mais pour le moment, personne n'a officiellement réussi. Certaines théories affirment qu'elle contenait du naphte, qui est du pétrole brut, du soufre, et de la résine, du bitume et du salpêtre. Mais aucune recette ne permet de reproduire exactement les effets décrits dans les textes. C'était une formule secrète, transmise seulement à des ingénieurs militaires et de confiance. Aucune autre armée ne possédait cette arme, qui était projetée depuis leur navire, via un siphon de bronze appelé parfois le dragon à feu. Pour certains, le feu grec n'était pas qu'une simple arme. C'était un symbole alchimique, une manifestation divine presque magique. Un feu vivant par sa longévité, un feu conscient parce qu'il poursuivait ses cibles, et un feu maudit, puisqu'il poussait des hurlements avec des fumées verdâtres. Depuis, ce feu mythique est devenu une source d'inspiration. On le retrouve dans des films, séries et jeux vidéo, sous différentes formes, comme par exemple le très connu feu grégeois de Game of Thrones, ou Brasier bleu de Sleepy Hollow. Il incarne toujours le feu sacré, surpuissant et instable. Susie's Dying. Suzie est mourante est une légende urbaine britannique connue sous le nom de Susie's Dying. Cette histoire mystérieuse remonte aux années 1970 et 1980, principalement dans la région de Burnley au Royaume-Uni. Imaginez, vous êtes un enfant accompagné de votre groupe d'amis, en direction de cette fameuse cabine qui vous donne des frissons. Hier soir, vous avez entendu des histoires très étranges à propos de cette cabine et d'un numéro maudit. Vous avez écrit sur un bout de papier le numéro à composer. Une combinaison de 0, de 1 et de 2. Vous rentrez le premier dans cette cabine téléphonique. Les autres sont derrière vous, à attendre que vous composez le supposé numéro fantôme. Vous entrez le numéro et ça sonne. Vous attendez en rigolant d'excitation et de stress avec les autres, lorsque d'un coup, le téléphone décroche. Vous le portez à votre oreille et ce que vous entendez vous donne la chair de poule. À l'autre bout du fil, une voix féminine monotone répète « Help me, help me, Susie's dying. Help me, Susie's dying. » Sa voix est comme dénuée d'émotion et ça semble jouer en boucle les mêmes paroles. Ça, c'est ce qu'un paquet d'enfants a dû vivre à Burnley. Car oui, ça existe bel et bien, et uniquement dans cette cabine téléphonique. Il y a plusieurs théories pour expliquer ce phénomène. Il s'agirait peut-être d'un test technique maladroit, comme une sorte de blague entre ingénieurs de télécommunications. Ou alors peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une erreur d'interprétation. Certains pensent que la phrase réelle était « Hold please, user dialing », mais qu'elle est-elle mal comprise en raison de la qualité audio médiocre. Ou alors peut-être que c'était une légende depuis le début, pour faire peur aux enfants. Fleshgates. Le terme Fleshgates désigne une créature humanoïde popularisée par le folklore contemporain sur internet, notamment sur des forums comme Reddit, 4chan ou dans des récits de type creepypasta. Un Fleshgate est généralement décrit comme une entité non humaine capable de copier l'apparence, la voix et le comportement de ses victimes. Il ne s'agit pas d'un simple déguisement, il reproduit les caractéristiques physiques et émotionnelles de façon troublante, mais jamais parfaitement. Ces créatures sont liées aux zones isolées, comme les forêts profondes, montagnes, réserves naturelles ou bases abandonnées. Elles sont rapportées comme observatrices
patiente et souvent immobile pendant de longues heures, jusqu'à ce qu'une cible soit suffisamment vulnérable, typiquement une personne seule ou isolée du groupe. Le principal trait du Fleshgate est sa capacité à reproduire la voix humaine. Ce mimétisme est souvent décrit comme monotone ou légèrement décalé, répétitif, il dit souvent la même phrase en boucle. Les témoignages varient, mais certains points sont récurrents. Corps humanoïde, souvent trop grand ou mal proportionné. Mouvements saccadés, comme un pantin désarticulé. Visage presque humain, mais avec des yeux trop noirs, des membres trop longs ou un sourire figé. Une peau qui ressemble à de la chair brute ou partiellement formée, comme si la créature en fait essayait d'imiter, mais sans vraiment comprendre notre corps. Ce cryptide est vraiment perturbant puisqu'il joue sur des peurs humaines très profondes. Déjà la peur d'être trompé par ce qui nous est familier, le malaise face à ce qui est presque humain, le fameux effet Uncanny Valley, la peur de l'isolement, d'être la cible d'un prédateur intelligent qui observe et attend. Donc oui, le Fleshgate est une construction moderne pour se faire peur. En vrai, je le placerai dans la même team que le Wendigo ou le Skinwalker. Bien sûr, vous inquiétez pas, hein, c'est pas réel. C'est une légende, hein, faut pas... Enfin, je crois. Et voilà pour cette première partie. Oui, comme je vous ai dit, je préfère décomposer cet iceberg en plusieurs parties, de 13 à 14 sujets, je verrai, peut-être 15, pour en sortir régulièrement. Parce que j'ai surtout la grosse flemme de faire des big vidéos de 2 heures là avec 1 milliard d'images à trouver, c'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez aimé. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.